Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Nakacho, la quotidienne, une émission, vous le savez, en deux parties, décryptage de l'actualité économique nationale ou internationale et keynote, mindset, conseils de vie généraux. L'objectif de cette émission est très simple, pouvoir vous aider à décrypter les choses, pouvoir vous aider à mieux comprendre les choses sur des sujets économiques. Je le disais sur une émission précédente, on n'a pas tous fait éco, on n'a pas tous des licences, on n'a pas tous des masters et des fois c'est compliqué de suivre un sujet sur l'économie quand on fait que parler de pourcentage, quand on fait que parler de valorisation d'actions et tout ça. Et on est ici du coup pour expliquer, pour prendre le temps et pour aller plus en profondeur sur les sujets. Les sujets du jour, on va parler du rachat de SFR, de la proposition qui a été faite par le consortium des trois autres opérateurs français, Orange, Bouygues Télécom et Free. Et on suivra ensuite sur un sujet keynote, un sujet sur la vision de l'échec et pourquoi est-ce qu'on a un problème avec l'échec dans ce pays et pourquoi le fait d'échouer est très mal vu comparé à d'autres pays comme aux États-Unis où quand vous échouez, on vous dit félicitations, maintenant à toi de refaire et à toi de te relancer. On commence du coup sans plus attendre avec le sujet qui fait parler de lui depuis un peu plus d'un an maintenant, qui est le rachat de SFR. Alors avant ça, on va remonter un peu dans le temps, on va remonter sur janvier 2025, donc janvier de cette année. Donc Altice France, la maison mère de SFR, fait face au début 2025 de difficultés financières assez importantes. On est sur, et je l'ai noté pour pouvoir vous dire de bêtises, sur une dette d'environ 24 milliards d'euros après des années d'endettement massif, partiellement dû à la politique tarifaire agressive de SFR. On le sait tous, il y a le Red by SFR à prix très cassé. SFR est l'un des opérateurs français où vous pouvez avoir les meilleurs prix sur des téléphones. On le voit avec les offres de Noël de cette année 2025. Donc bien sûr, toute cette offensive de prix, toutes ces réductions baissent aussi derrière la marge, baisse les bénéfices potentiels et de ce fait il y a eu de l'emprunt, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites qui fait qu'on est à une dette du coup d'environ de 24 milliards d'euros. Donc une crise financière qui a lancé un peu des rumeurs en début d'année sur un éventuel rachat de SFR ou d'une partie des activités de SFR France. Au début 2025, SFR était évalué à 30 milliards d'euros. Donc bien sûr, ça a été fait dans des scénarios de est-ce qu'ils vont vendre, s'ils vendent, combien ils valent, combien ils peuvent attendre d'argent pour une vente d'SFR, pour une vente des parties d'SFR. Donc voilà un peu le sujet, voilà un peu le postulat de départ. Donc, la situation n'a pas été améliorée lorsque en novembre de cette année, SFR ont sorti leurs chiffres pour l'année avec des baisses très importantes sur la téléphonie fixe, sur le Internet fixe. Ils ont réussi à grappiller un peu là-dessus plusieurs dizaines de milliers d'abonnés mobiles grâce justement à cette offensive de prix qui est faite depuis un certain temps, mais surtout parce que au 4 août 2025, le tribunal de commerce de Paris a validé un plan de restructuration d'Altis France, donc encore une fois la maison mère de SFR, avec un objectif de réduction de dette, ce qui ouvre aussi la voie à une vente par la suite. Entre août 2025 et novembre 2025, il y a eu une réduction de dette d'à peu près 8 milliards d'euros sur le groupe Altice France, principalement sur les activités d'SFR. Et aussi, donc c'est ce qui se passe quand on a des créanciers et qu'on a des dettes sur une entreprise. Il y a plusieurs façons de faire pallier à ça. On fait rentrer plus d'argent et on peut justement rembourser ses dettes. On négocie des taux sur les remboursements divers qu'on doit effectuer. Et après, il y a une autre solution aussi qui est de céder des parts, ce qui a été le cas. Donc on a Patrick Drahi, président fondateur d'SFR, qui lui conserve 55% des parts, mais pour justement résorber, on va dire, la dette à laquelle faisait face SFR, 45% du capital social d'SFR a été transmis aux créanciers, qui fait que aujourd'hui, 45% de la marque
SFR est détenu par les créanciers de la marque. Ça pose plusieurs, alors pas problème, mais ça va impliquer certaines choses derrière. Si on parle du coup de l'offre de rachat, justement, le 14-15 octobre de cette année, Orange, Iliad, donc la maison mère de Free, et Bouygues Telecom ont proposé une offre à 17 milliards d'euros pour le rachat des activités d'SFR. Elle a été refusée, on le sait tous, par Patrick Drahi le lendemain de cette offre-là. C'était quelque peu attendu. Les présidents de chaque groupe s'y attendaient parce qu'ils savent très bien que dans un contexte comme ça, on n'accepte pas la première offre venue. Ils l'ont même dit tous par communiqué que c'était pas la première offre et ça ne sera pas la dernière. Réaffirmant encore une fois leur volonté ferme de racheter SFR et certaines parties de leurs activités pour différentes raisons qu'on va pouvoir aborder par la suite. Donc cette offre-là de 17 milliards d'euros qui a été refusée par Patrick Drahi apporte une valorisation à 21 milliards d'euros. Si on part de cette offre-là. En début d'année, SFR avait été valorisé à 30 milliards d'euros. Ça fait une différence de 9 milliards et c'est peut-être pour ça aussi que l'offre a été rejetée, ça et d'autres raisons bien sûr. Ce refus-là de l'offre a été annoncé aux salariés de la marque pour qui c'est une situation un peu tendue, un peu instable, on ne sait pas ce qui va se passer, mais aussi pour les abonnés d'SFR, tout le monde se demande quand on a un abonnement SFR, qu'est-ce qui va se passer? Je passe chez Orange, je passe chez Bouygues, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Donc beaucoup d'incertitudes, donc une offre rejetée et donc quand on parlait tout à l'heure des créanciers qui détiennent maintenant 45% des parts, il y a, donc ça c'est plein de trucs juridiques, de négociations, de ce qui a été fait sur les parts sociales de l'entreprise, il y a un minimum où les créanciers peuvent dire non, on n'accepte pas cette offre. Donc par exemple, s'il y a une offre qui a été faite que Patrick Drahi veut accepter mais que les créanciers disent non, cette offre n'est pas acceptée parce qu'on considère que c'est en dessous de la valeur de l'entreprise, mais surtout que le retour sur investissement pour les créanciers et ce qu'ils vont en percevoir derrière, ils vont perdre trop d'argent, soit c'est pas assez à leur goût. Donc il y a pas mal de mécanismes comme ça à comprendre quand on parle de ça, parce que là on voit à la télé les 3 plus gros opérateurs français, si on compte pas SFR, les 3 plus gros opérateurs français ont proposé de racheter SFR. On se dit oui, qu'est-ce qui va se passer? Les gens ils vont migrer chez Orange, ils vont migrer chez Bouygues. Ça va pas changer nos vies. On sait que le téléphone on va toujours l'avoir, il va toujours marcher. Mais derrière, voilà, il y a un certain nombre de mécanismes quand même à prendre en compte. Et après, donc sur SFR, si on prend au sens plus large, donc SFR a plusieurs activités et chacun, c'est du business, c'est pas des associations, chacun veut tirer un élément particulier de cette vente. Donc on a Altice France qui est la maison mère d'SFR, et SFR a derrière plusieurs activités. Ils ont une activité d'acheminement d'internet, de réseau, d'entretien de réseau. Ils ont aussi SFR Business, qui est tout le côté B2B, donc la vente d'abonnements mobiles, de téléphones pour des entreprises qui donnent des téléphones de société, qui donnent des téléphones de prêt. On a des box internet, il y a toutes ces choses-là qui sont justement dans SFR Business, et ça, pour le coup, c'est Orange qui en est le plus intéressé, parce qu'Orange a une grosse filiale aussi business et B2B, et ça les avantagerait de pouvoir récupérer toute la clientèle SFR Business, la passer chez eux. Donc une augmentation de chiffre d'affaires non négligeable, parce que quand on prend du SFR Business, on prend du B2B, c'est sûr que vendre 200 téléphones et 200 abonnements mobiles d'un coup pour les grandes boîtes, par exemple, c'est plus intéressant que de vendre des abonnements à 20, quoique Orange, ils sont très chers, mais de vendre des abonnements à 50 € par mois à chaque consommateur et à faire une communication de fou pour justement réussir à grappiller, parce que c'est très concurrentiel comme marché, il ne faut pas l'oublier, mais de faire des grosses coms et de mettre autant d'argent dans la com pour avoir du particulier. Donc Orange est surtout intéressé sur le rachat, et ils ne se le cachent pas, ils le disent dans les journaux, c'est pas moi qui l'invente, ils sont plus intéressés sur le rachat des SFR Business. Maintenant on prend Free, il y a de la maison mère de Free, ils ont pris aussi la parole sur le sujet. Free est beaucoup plus intéressé pour le coup sur la partie Red by SFR, l'équivalent de Soch pour Orange, des forfaits à prix réduit, avec un service client plus que limité, donc aucun service en magasin, et c'est comme ça qu'ils proposent des abonnements à si bas coût, c'est que y a pas de service.
ou en ligne. Donc là, en ligne, on a bien sûr le service client, il y a un chatbot, il y a la totale, ce que tout le monde fait aujourd'hui dans tous les cas. Mais en tout cas, ils ont justement baissé les prix parce qu'ils ont baissé les coûts et ils font quand même leur marge dessus. Free, bien sûr, on ne les présente plus. Free, c'est ceux qui ont disrupté le marché en France de la plus grande des façons sur les télécoms. Quand Free est arrivé sur le secteur, donc Xavier Niel avec son 2 € illimité pour l'abonnement mobile, c'est quelque chose qui n'existait pas en France, c'était incroyable. Tout le monde se disait « Ah ouais, mais 2 € l'abonnement, c'est bizarre, c'est sûr, c'est de la merde, ça doit pas marcher, ça va être un réseau qui est super mauvais. Ouais, 2 €, là, voilà, la France, toujours à critiquer au lieu d'essayer de se renseigner plus. » Mais c'est pour l'époque, on se rend pas compte aujourd'hui parce que y a de tout, il y a du Soch, il y a du Red, il y a du Free. On est habitué maintenant à des prix pas chers parce que c'est la conjoncture économique qui vaut ça aussi. Mais on y est habitué, on se rend pas compte à quel point à l'époque, quand il y avait que Orange, tout ça, avec des prix de fou sur les abonnements. À l'époque, 2 € un forfait, c'était incroyable. C'est comme on fait un parallèle, alors très large, mais on fait un parallèle quand même sur les compagnies aériennes. Vous prenez Air France, vous prenez Ryanair. Quoi qu'il arrive, vous arrivez à destination. Hein. Mais par contre, les prix, vous les divisez par 10 des fois. Donc après, c'est ça aussi, quand c'est un service qui est le même, alors on enlève des trucs. Là, on prend du Bouygues Télécom, peu importe, n'importe quel abonnement, et du Red, du Soch. Quoi qu'il arrive, vous avez votre téléphone, vous appelez, vous envoyez des messages, vous regardez des vidéos, vous avez la 4G, 5G, tout ça. Il n'y a rien qui change. Mais par contre, derrière, vous allez en boutique, il n'y a pas de service. On ne peut pas s'occuper de vous en boutique, il faut aller sur Internet, tout ça. Donc c'est vraiment disrupter le marché comme l'a fait Free. Ça a été dit qu'une nouvelle offre allait être faite d'ici la fin de l'année. Là on y est, c'est Noël la semaine prochaine. Pour l'instant il n'y a pas eu de nouvelle offre, en tout cas au moment où on enregistre ce format. Donc à voir comment ça va se goupiller en fait par la suite. Et après les enjeux, donc qu'est-ce qui va se passer sur l'évolution de ça, qu'est-ce qui va se passer par la suite. Donc on a des clients qui se disent qu'est-ce qu'on fait, comment ça va se passer. Ça a été dit que ça allait prendre 4 ans entre le moment du rachat. Bon, après déjà il faut des validations gouvernementales sur les lois antitrust, savoir si en fonction de ce qui est donné à qui, tiens Orange toi tu prends ça, tiens Bouygues tu prends ci, tu prends ça, s'il y en a un qui a trop de pouvoir sur les télécoms en France et qui du coup viole les lois antitrust parce qu'il a un monopole et que c'est pas bon et c'est les lois et c'est fait pour ça, à ce moment-là il va falloir revoir l'offre et de dire ok du coup moi j'ai trop de ça, tiens je te donne ça, par contre toi tu me donnes ça, et après c'est des innovations, c'est comme ça que ça marche. Donc voilà, il y a déjà toute cette partie là qui doit être faite. Donc déjà encore faut-il une nouvelle offre. Une fois que cette nouvelle offre est faite, il faut qu'elle soit validée par les organismes gouvernementaux et de gestion d'antitrust. Donc évaluation du projet, modification s'il faut, et ensuite derrière il y a la migration de tous les abonnés SFR vers leurs nouveaux opérateurs. Ça a été dit que ça allait mettre 4 ans pour effectuer la migration de tous les abonnés SFR, parce que là on dit SFR, ils avaient beaucoup de dettes, ils doivent vendre tout ça. C'est pas parce qu'SFR a beaucoup de dettes qu'ils sont pas un des premiers opérateurs télécoms de France. Il y a nombre de gens qui sont chez SFR. Moi-même sur une de mes lignes, je suis sur du SFR. Donc tout ça, il y a la question qui se pose au niveau de ces personnes-là. Ensuite, on a pour les salariés. Donc ceux qui travaillent en boutique, comme moi je l'ai fait auparavant chez SFR, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Parce que si ils revendent du coup à ces trois-là, qui passe chez qui? Est-ce qu'on maintenant on passe sur un contrat chez Bouygues Télécom? Est-ce que je deviens vendeur Orange? Est-ce que maintenant je dois vendre aussi des forfaits Orange? Qu'est-ce qui se passe? Donc il y a beaucoup d'incertitudes sur tout ça, d'inquiétudes aussi, parce que Orange ont leur magasin, Free ont leur magasin, Bouygues ont leur magasin. Mais ils ont déjà du staff. Alors, il y en a qui recrutent même beaucoup en ce moment. On prend l'exemple de Bouygues Télécom, par exemple, qui recrute beaucoup. Mais après, on fait comment? Tous les employés tous les employés SFR, ils vont dans les autres magasins, mais s'il n'y a plus de place dans les magasins, qu'est-ce qui va se faire? Est-ce qu'il va y avoir des licenciements économiques? Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'incertitudes et que les employés savent pas trop ce qui va se passer. Et c'est le cas d'un peu tout le monde. Donc là, en fait, on attend la suite, on attend les nouvelles, tout simplement. Là, le but, c'était de vous expliquer les mécanismes de cette vente, de ce rachat. Quoi qu'il arrive, Patrick Drahi, il a dit, et lui, il compte se retirer
des télécoms en France, parce qu'il a d'autres projets, parce que ceci, parce que cela. Mais voilà, le but c'était quand même d'expliquer tout ça, l'évolution de la chose. Quand on dit oui, SFR est endetté, ils ont réduit la dette, mais maintenant ils veulent vendre. Ah, mais pourquoi? On peut se dire du coup, ah, mais s'ils ont réussi à réduire leur dette, pourquoi est-ce que derrière ils doivent vendre? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, le but c'est d'expliquer un peu les choses. Alors on peut parler pendant des heures et des heures de ce sujet parce que c'est beaucoup de lois, c'est très encadré, c'est beaucoup de négociations, faut suivre l'actualité, c'est pas mal de choses. J'ai essayé de faire un concentré, on va dire assez intéressant pour vous aujourd'hui, que vous puissiez un peu mieux comprendre la chose. Mais voilà un peu en tout cas ce qu'il en est aujourd'hui, en tout cas la semaine d'avant Noël, sur ce deal là et le rachat des SFR et qu'est-ce qui va se passer. Et on attend et on fera une nouvelle édition sur l'évolution, le nouveau deal qui sera proposé. Et donc voilà, on attend de voir un peu la suite et ce qui va se passer. D'ailleurs, parenthèse, on a fait une émission lundi, donc la toute première de la quotidienne, où on parlait de l'offre de rachat de Netflix sur Warner Bros. Discovery, avec derrière Paramount qui est arrivé avec une hostile takeover, une offre hostile, on va dire, de rachat. Il y a eu des nouvelles là cette semaine qui est que les actionnaires de Warner Bros, parce que là c'était les actionnaires qui devaient décider, vu qu'ils sont passés directement voir les actionnaires Paramount et ils n'ont pas fait une offre au conseil d'administration. Les actionnaires ont refusé l'offre de Paramount Skydance, donc c'est Netflix qui est privilégié, après à voir s'il y a une autre offre qui va être faite par Paramount, mais en tout cas on en est là, c'est l'offre à 82,7 milliards de dollars qui a été retenue par Netflix pour ajouter ce que j'ai dit dans l'émission de lundi, à savoir un rachat de tout le catalogue de Warner Bros. Donc ça va être la série Les Sopranos, Friends, ça va être les Game of Thrones, le DC Comics Universe. Donc tout ça, c'est dans le catalogue de Warner Bros. Les studios de Warner Bros. Bien sûr, la chaîne de télé HBO et la plateforme HBO Max. Bien entendu, ça n'a pas changé. Il n'est toujours pas question pour Netflix de racheter CNN ou de racheter la chaîne Discovery. Donc voilà un peu au niveau des news et on continue sans plus attendre sur notre sujet keynote du jour. Le problème qu'on a avec l'échec en France et quelle vision de l'échec adopter aujourd'hui sur notre territoire. Donc, grand sujet sur l'échec, la vision de l'échec. C'est un truc, on en parle, j'en ai parlé dans des précédentes émissions avec des chefs d'entreprise sur plateau où ils parlaient, eux, de leur vision de l'échec. Alors, d'abord, le constat, c'est quoi? C'est qu'en France, c'est mal vu d'échouer. En France, c'est mal vu, un peu par tout le monde. Hein. Quand on échoue, on se dit que c'est qu'on n'a pas été capable ou que ça n'a pas marché, c'est qu'il y a une raison, c'est que ceci, c'est que cela. Si ça a échoué, c'est qu'il ne faut pas refaire, c'est qu'il ne faut pas réessayer. Donc il y a tout ce stigma autour de l'échec en France qui est pour moi, et c'est ma simple opinion, qui est un gros problème dans ce pays. On le voit quand quelqu'un échoue, c'est trop drôle, t'as échoué, t'as raté, je t'avais dit, ça allait pas marcher. Voilà dans quel pays on vit. C'est triste, mais par contre, quel élément aborder là-dessus? Déjà, il faut voir un peu ce qui se passe dans les autres pays. On prend les États-Unis, on prend la France. Deux visions totalement différentes. On ne peut pas faire plus différent sur une vision de l'échec qu'entre les États-Unis et la France. Les États-Unis, c'est très simple. Quelle est leur vision? Ils attendent en fait l'échec. Ils attendent que vous échouez pour voir comment vous allez réagir derrière. Après un échec, comment est-ce qu'on se relève? Parce que c'est plus facile de se relever d'un échec et d'évoluer encore que d'entreprendre une fois ou peu importe, ou créer ou quoi que ce soit, on se lance, ça marche, c'est très bien, tout roule, tout ça. C'est plus facile ça que d'échouer. Il faut beaucoup plus de qualité et de travail sur soi pour réussir à faire quelque chose après avoir échoué que quand ça a toujours roulé en fait, tout simplement. Et on apprend toujours de ces épreuves et on apprend de l'échec, et c'est ce que aux États-Unis ils ont compris, et c'est pour ça que par exemple vous prenez créer une boîte aux États-Unis. On dit toujours oui, il faut créer une boîte aux États-Unis, la France c'est nul, on est trop taxé, il y a trop d'impôts. Créer une boîte aux États-Unis, vous créez une boîte une fois, vous avez un prêt, vous échouez, vous fermez. Vous créez une deuxième boîte, vous avez demandé un prêt, on vous donne le prêt. Même si ça n'avait pas marché avant, on vous donne le prêt. Parce qu'on se dit, ok, bon, elle a appris,
il va pouvoir faire mieux. Mais on donne après, c'est un business aussi, faut pas se leurrer. C'est un business et les banques, elles font de l'argent dessus. Mais là-bas, vous avez des prêts sans problème. Suffit que vous soyez pas trop con, que vous ayez un peu un esprit logique, que vous sachiez où vous voulez aller, que votre projet ait un minimum travaillé. L'argent, vous l'avez, et l'argent, vous l'avez comme ça. Les États-Unis, c'est très facile de trouver des financements pour créer des projets. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais c'est très important. Maintenant, en France, alors déjà, ouvrir une boîte en France, c'est un bordel comme pas permis, et j'en parle comme en connaissance de cause. Mais c'est un bordel, c'est une galère, parce que des papiers dans tous les sens, ça prend du temps, et il faut ceci pour ouvrir cela, mais pour avoir ceci, il faut cela. C'est tout un truc. Donc déjà, passe encore, la paperasse en France, c'est connu pour ça, donc on va pas refaire le monde. Mais après, derrière, pour avoir des financements, alors là, pareil, il faut s'accrocher. Parce que pour avoir des financements, il faut prouver des revenus, il faut ceci, il faut cela. Et en France, il faut pas juste un projet bien ficelé pour avoir un prêt. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui vont rentrer en compte. C'est pas nécessairement le cas aux États-Unis, mais en France, déjà la première fois, c'est compliqué d'avoir un prêt. Alors, si vous ratez et que vous aviez eu un prêt avant, et que vous voulez refaire une autre boîte, et là vous allez redemander un prêt, alors putain, faut s'accrocher pour l'avoir le prêt, parce que vous l'aurez jamais. Mais voilà, déjà là-dessus, on est sur deux conceptions très différentes de la chose. Les États-Unis, on attend que vous échouez pour voir comment vous allez vous relever, et en France, on s'attend à ce que vous réussissiez dès le premier coup, et surtout pas, il faut surtout pas échouer. Et si vous échouez, on va vous stigmatiser en disant « Ah bah t'as échoué, c'est que ton truc c'est nul, t'aurais jamais dû le faire, maintenant repars salarié et n'essaie plus dans la vie ». Maintenant, le problème avec ça, c'est quoi ? C'est très simple, c'est que c'est facile d'arrêter après avoir échoué. C'est facile de se dire « Ah c'est moi, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, machin ». Après, c'est des questions de point de vue. Moi, ce que je pense et ce que je vends à tout va, c'est qu'il faut apprendre à aimer l'échec. Une fois qu'on aime l'échec et qu'on sait qu'on va échouer, parce que quoi qu'il arrive, il y a des échecs, faut pas se leurrer. La vie, elle est pas toute belle, elle est pas toute rose. Il y a beaucoup de difficultés, il y a des trucs auxquels on s'attend pas. Il y a des choses qu'on peut pas anticiper, quoi qu'il arrive, que ce soit dans l'entrepreneuriat, mais dans la vie en général. Il y a des choses qu'on peut pas anticiper, donc il faut faire avec. Des fois, il y a des événements de vie qui font que, il y a des crises sanitaires comme le Covid qui font que on doit revoir tout ce qu'on faisait à la base. Et c'est ok, il faut faire avec, c'est comme ça, c'est la vie. Si la vie était facile, ça se saurait. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui est la vie est dure et les cons peuvent vous la rendre plus dure. Mais voilà, après c'est pareil avec ce que vont vous dire les gens. Mais l'échec, il faut apprendre à aimer l'échec et à l'attendre. Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous arrivez à faire le bilan sur cet échec-là, et ok, qu'est-ce qui a foiré ? Il y a ci, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Il faut être conscient qu'ensuite, on apprend de ça. Et après, essayer de refaire sans faire ces erreurs-là. Mais encore faut-il avoir les couilles de se relancer et de le refaire, ce que beaucoup de gens ne font pas parce que trop déçus, perdu trop d'argent, j'ai mis toutes mes économies, j'ai mis tout ce que j'avais dedans, ça n'a pas marché, je suis dégoûté, j'ai plus d'argent, c'est bon, ça m'a saoulé, j'arrête de refaire. Pourquoi aussi ? Et ça, faut pas se leurrer. Là, on parle d'entrepreneuriat, on va dire un peu plus généralement, mais entreprendre, c'est pas fait pour les faibles. Entreprendre, et c'est pour ça que je dis qu'ici c'est le business de la vraie vie et qu'ici on dit les vraies choses et on n'est pas sur un délire de compte Instagram, de trader pour vous obliger à souscrire des packs ou je ne sais quoi et à vous lancer et devenir milliardaire. C'est pas du tout le but. Ici le but c'est de parler des vraies choses. Mais pourquoi du coup il y a une désillusion ? C'est qu'on vend pas la vraie chose, ce que c'est vraiment. Mais les gars, vous dormez pas, vous avez pas d'argent ou très peu, faire décoller quelque chose c'est compliqué, il faut trouver des gens qui vont croire à votre vision, ou alors il y a des charges en fonction du business qu'on va faire, il faut se trouver un bon nombre d'argent à sortir dès le début. Mais ça, les gens se rendent pas compte. On est là en France à taper sur les patrons, à taper sur les entrepreneurs, mais la charge émotionnelle, la charge de travail, le stress, on se rend pas compte de ce que c'est. Donc ça, faut en être bien conscient avant d'essayer de se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que déjà, ça fera un frein au moins, on va dire. Mais si on ne connaît pas tout ça, on n'est pas au courant d'à quel point ça va être la merde et à quel point ça va être difficile, surtout quand on n'a pas du réseau ou autre, ce que je dis souvent dans ces formats-là, mais si on n'a pas tout ça et qu'on arrive dedans et on voit à quel point c'est la merde, mais bien sûr, on va échouer déjà de 1, et de 2, on se relèvera jamais parce que ça nous aura tellement dégoûté de la chose qu'on va pas essayer de se remettre. Et en plus, du coup, le climat et la vision de l'échec en France va pas aider.
Parce que derrière, on va passer pour quelqu'un qui a échoué, qui n'a pas réussi à bien gérer les choses, ou ceci ou cela. Et c'est ça qui est pas bon dans ce pays. Et c'est pour ça que je pense, c'est mon avis encore une fois, vous pouvez être d'accord, pas d'accord, mon avis à moi, c'est qu'il faut être plus comme les Américains sur le développement personnel, plus apprendre à se développer et à essayer de se relever dès qu'il y a des échecs. C'est pas juste des paroles, ça. Moi-même, j'ai échoué, mais des milliards de fois. J'ai fait des projets qui n'ont pas marché, j'ai fait des projets où j'ai mis toutes mes économies, j'ai perdu tout mon argent. Mais c'est comme ça, on réessaye, on fait. Ça se trouve là, ça va pas marcher, je vais reperdre tout mon argent, on sait pas. Mais c'est des choses qu'il faut savoir, on va échouer, c'est comme ça fait partie du jeu, et c'est pas pour les faibles. Mais comment est-ce que on peut se préparer à ça déjà? Formation, se renseigner, réseauter, aller parler avec des gens qui ont échoué, parce qu'aujourd'hui on se dit, enfin c'est ce qui se dit en France, ah ouais il a échoué, il a pas de conseils à m'apporter si son truc ça a pas marché. Ouais mais par contre lui il s'est lancé. Par contre, lui, comparé à 99% des gens qui parlent de je vais faire un business et qu'ils le font jamais, lui, il a fait. Il a essayé, il a créé, il a développé, il a traversé des périodes difficiles. Lui, il peut vous apporter plus que des gens à qui vous avez parlé qui n'ont jamais entrepris, qui n'ont jamais essayé de créer quoi que ce soit, parce qu'ils ont peur de le faire ou ceci ou je ne sais quoi. Donc, c'est ça qu'il faut aussi apprendre à comprendre, c'est que les gens qui ont échoué sont les gens qui peuvent vous apporter le plus de conseils. Pourquoi ? Parce qu'ils ont appris de certaines choses et de ce pourquoi ils ont échoué. Donc un grand sujet, je l'ai déjà dit, on peut en parler encore pendant des heures et des heures, mais en tout cas voilà, ça c'est mon opinion, la vision de l'échec. Il faut juste l'aimer, il faut l'attendre, surtout parce qu'elle va arriver quoi qu'il arrive. Mais c'est moins difficile quand elle arrive si on s'y attendait déjà. Et après c'est comme tout, une fois qu'on est passé par une période difficile, par la suite ça nous atteindra moins. Je vous donne un exemple, vous connaissez peut-être là, si on a échoué une fois et qu'on arrive à se relever, le prochain échec, il va moins nous toucher, il va moins nous taper que celui d'avant. Pourquoi ? Parce qu'on y est déjà passé, on connaît, on sait que c'est une phase et que rien n'est écrit dans le marbre, rien ne peut rester inchangé, mis à part si nos actions restent inchangées. Et je vous quitte là-dessus, je vous dis à demain pour une nouvelle édition du Nakacho, la quotidienne. Demain, on va traiter de la taxation en France. Notre émission sur la taxe Zuckman a fait parler. Quand je parle de sujets économiques, c'est pas juste mon avis, c'est des statistiques, c'est des chiffres. Je les ai d'ailleurs toujours ici. C'est aussi de la logique économique et comment les choses se goupillent. C'est pas moi qui invente l'économie internationale. Donc on va reparler un peu de ça, de toute la taxation, avec un nouveau sujet keynote aussi. Et surtout, on va aborder le sujet de pourquoi autant de haine contre les riches et les patrons en France. Et on va essayer de décortiquer ça. Je vous dis à demain pour un nouveau numéro de Nakacho, la quotidienne. À demain, passez une bonne soirée.